Laissez-moi rappeler, Catherine Little de Vanden, que vous êtes directrice de recherche émérite au Centre de recherche Oui, international, le CERI, à oui, Sciences tout à Po, fait. Oui, oui, et au euh, CNRS aussi, oui. une spécialiste reconnue des migrations internationales, et vous publiez régulièrement l'Atlas des migrations, Tout à euh, fait. qui en était en 2021 à sa 8e édition, et c'est aux éditions Sixième, mais 6e. c'est déjà pas mal. Oui, c'est Sixième édition, édition, oui. pardon, mon papier. Exactement. 6e édition aux éditions, justement, aux éditions Autrement. Et on vous lit par ailleurs dans diverses revues. Alors, vous avez compris, chère Catherine Vital-Vanen, que il y a dans cet après-midi organisé par le Cercle Condorcet une sorte un petit peu de parti pris, si j'ose dire, mais c'est notre ambition qui est de réfléchir aux conséquences que pourrait avoir une régularisation, une opération de régularisation J'ai vu, tout à fait. de qui, d'ailleurs, peut-être allez-vous nous le dire, quel périmètre à cette régularisation. Et nous avons entendu jusqu'à présent deux de vos collègues qui ont tracé le paysage des migrations, la réalité démographique et économique des migrations en France. Une question, en revanche, toujours pour éclairer cette idée de régularisation, mais un aspect qui n'a sans doute pas encore été traité, eh bien, et c'est celui sur lequel vous allez intervenir certainement, serait de considérer les enjeux tant pour la vie sociale, on parlait de l'économie, mais de la vie sociale et culturelle du pays. Il y a sans doute en effet une problématique culturelle dans ce dossier. Je sais que vous y êtes attaché. Vous avez dit d'ailleurs dans le 1 récemment que le mot qui caractérisait les politiques migratoires en France, c'était la peur de l'autre, la peur des Tout à migrants, fait. la peur de l'extrême droite, la peur des réactions de la population. Alors, comment lever ces peurs? Nous les avons dites pour la plupart assez peu fondées, sans nier les difficultés, comme vous l'avez dit aussi, Hervé Lebras. Bref, en quoi une opération de régularisation pourrait-elle contribuer à lever ces peurs, et quels seraient alors les apports sociaux et culturels à la vie, peut-être à la vie démocratique de notre pays? Alors, merci de m'inviter. Déjà, je suis déjà venue plusieurs fois à Paris au Cercle Condorcet, donc je suis ravie de trouver la fraction rennaise de de ce cercle de réflexion, souvent de très grande qualité. Et donc, en fait, la régularisation, il y en a eu assez peu en France, même si bon, dans d'autres pays aussi, ça s'est pratiqué. Il ne faut pas oublier que pendant la crise de la Covid l'année dernière, l'Italie, qui avait absolument besoin des fameuses badantes, qui sont des dames qui gardent les personnes âgées, ainsi que l'Espagne d'ailleurs, ont régularisé toutes ces personnes qui étaient donc au chevet d'un certain nombre de personnes du quatrième âge, ainsi que les personnes qui travaillaient dans les services. Donc il y a eu deux régularisations massives qu'on n'a peut-être pas tellement vu passer parce qu'on était en pleine crise de la Covid, de ces personnes au statut précaire dont la population ne voulait surtout pas se départir dans cette période de crise de la main-d'œuvre, puisque c'était le cas. Donc, on a eu aussi d'autres régularisations en France. On en a eu une assez connue en 82-83, pendant la période de François Mitterrand. Et il y a eu à l'époque environ 150 000 candidats à la régularisation et 142 000 environ régularisés. Donc c'était ce qu'on appelle en France une régularisation massive, même si les pays de l'Europe du Sud, je le rappelle, ont été des pays qui ont surtout absorbé finalement leurs nouveaux arrivants qui étaient des sans-papiers dans les années 80 par plusieurs régularisations massives par coup de 700 000, 800 000, 1 million de personnes. C'était le cas de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal. Et la plupart des migrants aujourd'hui qui se trouvent dans ces trois pays sont des gens qui ont été régularisés, donc dans un contexte où il n'y avait pas encore de politique migratoire et donc ils n'avaient pas pu entrer légalement. On a eu une deuxième régularisation en France pendant la période Chevènement, 97. Là, on en a régularisé un peu moins, 90 000 régularisations. Et puis, depuis, on n'a pas pratiqué de régularisation, toujours pour la peur, bien sûr, de l'opinion publique, dans un contexte de montée de l'extrême droite. Mais on a eu ce qu'on appelle aujourd'hui, alors c'est tout le travail d'ailleurs des gens qui sont dans les associations,
qu'on appelle les régularisations au fil de l'eau. C'est-à-dire ça dépend un peu de la négociation avec les préfectures, compte tenu des caractéristiques des personnes, pour savoir si on peut les faire régulariser ou pas. Alors, qui sont ces personnes qui sont candidats à la régularisation? D'abord, il y a beaucoup de déboutés du droit d'asile, parce que si on a une politique sévère sur l'asile, l'administration fabrique énormément de sans-papiers qui n'auront pas le statut de réfugiés. Et donc, ces personnes, soit vont être reconduites à la frontière, mais on sait très bien qu'on ne peut pas reconduire tout le monde, c'est trop coûteux. Il y a toute une série de personnes qu'on ne peut pas reconduire parce qu'elles ont des liens familiaux, parce que le pays est en guerre, parce que ceci ou cela. Et donc, ceux-là, s'ils ont la chance de ne pas être reconduits à la frontière, eh bien, ils vont pouvoir faire l'objet, s'ils ont lié des liens forts de type familiaux en France, ou surtout s'ils sont sur le marché du travail depuis un certain temps avec des preuves, vont pouvoir se faire régulariser, mais parfois ça peut prendre très longtemps. Les régularisations au fil de l'eau, parfois c'est au bout de 10 ans d'efforts où on a accumulé tous ces papiers de présence sur le territoire, même si c'est en principe illégal, ça fait partie du côté un peu cocasse de cette règle. Et puis, on a aussi, ça dépend beaucoup de la nature des négociations avec les préfectures. Il y a des préfectures qui sont plus ou moins ouvertes selon les contextes locaux à la régularisation. Ça dépend aussi des sensibilités politiques du préfet. Les migrants connaissent assez bien les possibilités ou pas selon les lieux. Et puis, c'est à ubuesque, si j'ose dire, parce que faire attendre 10 ans, 12 ans, 15 ans, moi j'ai vu 15 ans déjà, une d'attente pour une régularisation, ça veut dire que pendant ce temps-là, les gens rasent les murs, ils n'osent plus prendre un train, ils circulent difficilement dans les transports en commun parce qu'ils sont éventuellement à la proie des contrôles d'identité. Ensuite, ils vont travailler au noir, donc ils vont être mal payés, donc ils paieront, ils vont vivre de façon à la fois dissimulée et extrêmement modeste, puisqu'ils sont sans papier, et donc on est perdant économiquement de ne pas régulariser des gens, et eux sont bien sûr perdants. En plus, c'est de faibles consommateurs, donc en termes de TVA, on ne va pas toucher beaucoup d'argent, donc économiquement, c'est une très mauvaise opération et ça ne dissuade pas les gens de tenter leur chance, faire leur carrière, comme ils disent, administrative en France à travers ce processus de régularisation parce qu'il est très lent, donc ça n'a aucun caractère dissuasif et ça attise aussi dans l'opinion publique, notamment ceux qui sont solidaires de ces personnes, une très grande animosité à l'égard de la politique en place. Il ne faut pas oublier que c'est sur des critères comme cela que finalement la défense des personnes sans papier s'est construite, le réseau RESF pour les parents d'enfants scolarisés qu'on voulait reconduire chez eux. Ça a été le cas pour l'affaire Cédric Herrou qui bénévolement aidait des gens à traverser la frontière dans des endroits difficiles dans les Alpes, qui a été levé de ses condamnations pénales par le Conseil constitutionnel au nom du principe de fraternité. Il y a encore des personnes qui sont sous le coup du délit de solidarité du côté de Briançon, certains qui ont été condamnés à la prison. Donc tout ça, on a l'impression que c'est une politique qui finalement n'a pas beaucoup d'effet sur les gens qui sont sur le territoire, parce que sauf qu'on les rend particulièrement précaires et malheureux, mais ça ne dissuade pas bien sûr de venir sur le territoire et donc c'est le reste de toute cette idée que plus on dissuade, moins les gens viendront, mais en fait ça n'a pas beaucoup d'effet. Donc je voulais bien sûr insister là-dessus et insister sur l'importance du pouvoir discrétionnaire de la régularisation et sur les critères aussi. Les critères, c'est surtout des critères de famille, constitution d'une famille ou dont les enfants sont nés sur le territoire français, également les critères de stabilité de l'emploi et donc même des gens très qualifiés. Je me suis occupée une fois d'un dossier pour une famille syrienne, bien avant la crise d'aujourd'hui, qui étaient des chercheurs donc à l'Institut Pasteur, mais qui avaient des contrats de recherche de courte durée. Et pour arriver à convaincre les personnes du ministère de l'Intérieur que c'était des très bons candidats l'un et l'autre, le mari et la femme, qui avaient 2 enfants qui étaient sur le territoire français, vraiment il a fallu user de beaucoup de persuasion parce qu'ils n'avaient pas de travail stable, ils étaient sur des contrats de recherche, mais c'était des chercheurs
de très haut niveau, qui ensuite sont partis d'ailleurs au Canada. Donc voilà, on est dans une politique extrêmement frileuse, si j'ose dire, parce qu'on a toujours peur dans les comptes que l'administration veut rendre à l'opinion publique d'avoir attiré trop de personnes et régularisé trop de personnes sur le territoire français. Donc maintenant, on est plutôt on a un peu abandonné la régularisation massive. Aux États-Unis aussi, ça s'est pratiqué, 1986, la loi Simpson-Mazzoli pour les Mexicains. Mais il semble qu'on ne régularise plus beaucoup aux États-Unis, sauf là aussi au cas par cas, sur la pression, finalement, c'est sur la pression des associations et des migrants eux-mêmes que se pratiquent ces régularisations, mais pas de façon ouverte, massive, comme on faisait auparavant. Et dans le passé, on a beaucoup régularisé les Portugais. Il ne faut pas oublier que quand on avait besoin de main-d'œuvre, l'immigration portugaise, qui est encore la première en France, ils ont été jusqu'à 800 000 au recensement de 1982. Ben, ils venaient de façon irrégulière, ils traversaient donc l'Espagne et les Pyrénées, et comme on en avait besoin, eh bien, on les régularisait très facilement parce que les employeurs disaient, moi je suis prêt à les embaucher. L'essentiel de l'immigration portugaise est une immigration qui a été régularisée sur le territoire français. Ils n'ont pas demandé l'asile parce que la France voulait être en bon terme avec le régime de Salazar. Donc la France n'acceptait pas de demande d'asile portugaise, mais la politique d'admission des Portugais, ça a été essentiellement une politique de régularisation. Vous avez employé, Catherine Wittole-Wendel, l'expression les candidats à la régularisation. Vous pouvez rappeler comment ça se passe en pratique Alors les candidats, oui, c'est une candidature longue d'ailleurs et pour laquelle il faut énormément de ténacité parce que j'ai accompagné quelques personnes dans cette procédure, si j'ose dire. Les candidats, ce sont des gens qui sont en situation irrégulière, donc qui sont entrés irrégulièrement sur le territoire français ou qui sont entrés légalement, ce qu'on oublie souvent, mais qui sont devenus irréguliers au long de leur séjour. C'est-à-dire, ça peut être des gens qui, par exemple, sont entrés comme touristes, qui ont prolongé leur séjour au-delà de 3 mois. Ça peut être aussi des gens qui sont entrés comme étudiants et qui n'ont pas réussi à transformer leur statut d'étudiant en statut de travailleur. C'est encore, ça se pratique encore au compte-gouttes, même si on manque de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Ou ça peut être, dans la plupart des cas, aussi des déboutés du droit d'asile qui, après avoir fait un recours auprès de la commission de recours, donc la CNDA, candidate, donc pensant qu'ils n'ont plus de chance comme demandeurs d'asile à la régularisation. Donc ce sont des candidats, effectivement des candidats, et c'est là que le pouvoir discrétionnaire du ministère de l'Intérieur joue à plein en fonction de l'appréciation des critères de présence sur le territoire français et de stabilité du travail sur ce territoire. Et s'il fallait imaginer ou défendre une opération d'envergure de régularisation aujourd'hui, je remarque que les deux précédents que vous avez cités tournaient à peu près autour de la régularisation de 150 000 personnes, 140 000. C'est ça, tout à fait. Ça donnait d'ailleurs une idée du nombre. Oui, tout à fait. Oui, c'est un hasard ou bien c'est un chiffre qui semble être fixé comme un grand maximum, je ne sais pas, et par qui? Combien de personnes ça pourrait par personne, ça dépendait du nombre de gens qui ont candidaté. Alors peut-être que certains n'ont pas voulu apparaître dans les radars, ça on ne sait pas, mais on a tendance à dire, surtout pour la première régularisation de 82-83, que ces 150 000 personnes, ça correspondait au nombre de sans-papiers que l'on avait sur le territoire français. Pendant que le Front National disait qu'on avait à peu près 300 000 sans-papiers. Par définition, on ne peut pas mesurer le nombre de sans-papiers parce qu'on ne les connaît pas. Donc, 150 000, à l'époque, ça correspondait sans doute, ou peut-être un petit peu moins, mais dans l'ensemble, à ceux qui voulaient se faire régulariser sur le territoire français et disparaître de la clandestinité pour se faire candidat à la régularisation. La deuxième régularisation, il y avait un peu moins de candidats, effectivement, parce qu'on avait eu cette première régularisation. Et donc, est-ce que ça correspond au nombre de sans-papiers sur le territoire? Ça, c'est difficile à dire, parce que par définition, on n'a aucun chiffre sur les sans-papiers.
Si vous me permettez, peut-être de revenir sur les aspects culturels, je vais me faire un peu l'avocat du diable, hein, c'est un peu mon rôle en cet instant. Vous avez évoqué la forte présence de populations portugaises Oui, en France, oui. qui ont bénéficié en effet de ces opérations de régularisation, mais on entend souvent dans le débat public, précisément pour marquer des réserves vis-à-vis de cette régularisation, pour faire peur par rapport à la régularisation, que, ma foi, les Portugais étaient sans doute de bons catholiques qui vivent à peu près comme nous, mais aujourd'hui, la diversification des flux migratoires eh bien, nous fait côtoyer des populations aux cultures plus différenciées, sans doute, aux religions plus diversifiées. Qu'en est-il de cela? Est-ce que premièrement, vous pensez que c'est véritablement un frein qui est pris au sérieux à la fois par l'opinion et par l'administration? Et est-ce que vous avez des éléments sur ces aspects culturels? C'est-à-dire, que répondre à cet argument que l'on entend souvent, mais il y a quand même des populations moins assimilables que d'autres? Alors, il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites sur les politiques de guichet. Je pense par exemple au travail de thèse d'Alexis Spire sur les guichets et notamment les personnes des guichets qui sont parfois le premier obstacle à une régularisation. Si on met les dossiers tout en bas de la pile ou tout en haut de la pile, ça joue sûrement. On n'a pas beaucoup d'éléments sauf des enquêtes fines comme celle qu'il a menées pour pouvoir le mesurer. Je vous disais aussi qu'il y avait les orientations politiques du préfet. Ça dépend s'il est zélé à l'égard de son ministre de l'Intérieur ou pas. Et dans tel ou tel contexte politique, on aura peut-être des attitudes un petit peu différentes. Et puis, on a également, toujours dans ce contexte de pouvoir discrétionnaire, ça dépend aussi du département. Si on a vraiment besoin de main-d'œuvre dans le département et qu'il n'y a pas une montée énorme de l'extrême droite, on peut imaginer souvent qu'il y a plus de régularisation que dans des endroits où il y a beaucoup de migrants, comme par exemple dans le département 93, et donc on aura sans doute une politique plus dure, mais ça dépend aussi du préfet pour beaucoup, parce que c'est sa conviction ou pas qui va emporter le fait qu'on va plus régulariser, puis ça dépend aussi de la crédibilité qu'il peut avoir du ministre de l'Intérieur auprès de ses préfectures. Donc là, on est en plein pouvoir discrétionnaire. Alors, pour les Maghrébins, il y a une étude qui a été faite là-dessus qui s'appelle Sans papier au pays des papiers de Marie-Thérèse Tétu de l'université de Lyon et qui montre que pour eux, puisqu'elle a travaillé surtout sur cette population, ils utilisent beaucoup d'autres stratagèmes pour essayer d'entrer dans les critères de la régularisation. Ça développe ce qu'on appelle les mariages blancs ou les mariages gris, c'est-à-dire mariage blanc, on se marie avec quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention de vivre avec vous, mais pour montrer qu'on est marié et donc qu'on mérite une régularisation. Donc certains se sont prêtés ou certaines, dans les cas, se sont prêtés à ce jeu, effectivement, ou le mariage gris, où il y en a un qui croit effectivement que ce sera un vrai mariage et puis l'autre qui est moins convaincu, mais ça permet une régularisation. Moi, j'ai vu des cas tout à fait dans ce sens. Hein. Le mariage, par exemple, peut être un cas, ou alors d'autres type par exemple, la réussite des études universitaires peut, si elle dure un certain temps, peut être aussi un critère de régularisation, parce que certains étaient étudiants, se sont fait retirer leur titre de séjour parce qu'ils avaient travaillé en tant qu'étudiants, par exemple, un peu plus d'heures que ce qui était autorisé. Donc, c'est une aberration de dire que vous n'êtes plus éligible à la régularisation. Donc certains essayent de rentrer dans les clous de ce qui est possible de faire comme étudiant travailleur et réussissant dans ses études pour essayer de se faire régulariser. Et puis il y a il y a beaucoup d'autres cas, par exemple la maladie, si on ne peut pas être soigné dans son pays, dans la région d'où on vient de façon convenable. Il y a aussi des passerelles pour la régularisation, si c'est une maladie grave et difficilement soignée dans le pays d'origine. Donc il y a toute une série de critères, si j'ose dire, qui peuvent entrer. Et le plus souvent, comme je vous dis, c'est la durée du séjour et la régularité du travail salarié.
Et sur la question, pardonnez-moi d'insister, sur que répondre au fond à cette idée probablement reçue, préconçue, finalement, est-ce qu'il y a culturellement parlant, si j'ose dire, des populations plus facilement intégrables, enfin je mets des grosses guillemets Ah hein, oui, dans ce que je dis, mais en pratique, si. intégrables, assimilables, je ne sais pas comment il faut dire, dans la nation française Ah bah, que d'autres. oui. Parce qu'on voit Alors, quand même, on entend cet argument revenir de plus en plus souvent dans le débat public. ben, ça dépend beaucoup de la personne qu'on va trouver au guichet. Si vous entendez Madame X qui dit mon fils ne trouve pas de travail dans la région, c'est parce qu'il y a des immigrés qui prennent son travail, vous avez peu de chances de voir déboucher votre dossier si vous accompagnez quelqu'un qui veut se faire régulariser, parce que elle ou lui, c'est souvent des dames parce que c'est des métiers un peu déqualifiés qui s'occupent du service des étrangers dans les préfectures ou les sous-préfectures. Ben, si elle est persuadée que son fils ou sa fille ne trouve pas de travail parce que les immigrés ont pris le travail, ce qui est complètement faux, mais ça fait partie des idées reçues du migrant en question, c'est sûr qu'on n'aura pas une réponse très positive dans la gestion du dossier. Ça, c'est un aspect qu'on peut prendre en compte. Ou alors, si quelqu'un est persuadé que toute personne de culture musulmane est un islamiste caché, c'est sûr que ça ne va pas arranger les choses dans la gestion également du dossier. Ça peut jouer, effectivement, et c'est pour ça que je vous dis que ces stratagèmes un petit peu détournés, comme les mariages blancs, les mariages gris, c'est surtout pratiqué par ceux qui ont beaucoup de mal à se faire régulariser, notamment les Maghrébins, hein, donc on trouve, ou les Africains, parce que pour eux c'est difficile. Donc s'ils ont des liens familiaux établis par un mariage, et pendant quelque temps, dans la période pasquale, les policiers allaient voir si les gens vivaient bien ensemble, s'il y avait deux brosses à dents dans la salle de bain, enfin vous imaginez, voilà, eh bien, pour voir si c'était pas un mariage blanc ou un mariage gris, faisait un contrôle très, très sérieux des liens qui avaient été construits en la matière. Quand il y avait une suspicion, les maires avaient le droit d'interdire un mariage qui paraissait pas complètement bien établi, aujourd'hui encore d'ailleurs, et donc il y a un relatif contrôle de ce détournement, ou alors être parent d'un enfant français parce qu'il est né sur le territoire et qu'au bout de 5 ans avant sa majorité, il va devenir français. Donc ça, c'est aussi un stratagème, si je veux dire, pour pouvoir acquérir une régularisation. C'est vrai. Et c'est plus pratiqué par ceux qui ont plus de mal à se faire régulariser. Après, sur des critères vraiment religieux, je ne sais pas. Il se trouve que pour les Syriens que j'avais suivis, ensuite, après cette régularisation, ils ont obtenu, au bout d'un certain temps, une naturalisation. Et il y avait un entretien avec l'administration et la jeune femme m'a dit, moi je suis syrienne, mais de façon très ostensible, parce que ce sont des Syriens chrétiens qui étaient très maltraités pendant la période du père du chef de la Syrie. Donc, et donc, El-Assad, eh bien, moi, j'ai mis très ostensiblement une croix et elle savait très bien que la France était laïque, mais elle m'a dit ça peut jouer en faveur d'une naturalisation, par exemple, pour montrer que en tant que chrétien, on est plus proche et puis aussi qu'on est plus maltraité que dans un. Donc, tous les stratagèmes sont possibles, hein. C'est du pouvoir discrétionnaire. Alors, je reviens peut-être sur l'entretien que vous avez accordé à l'hebdomadaire Le 1, Oui, dans lequel vous opposez en quelque sorte une espèce d'idéologie de principe sur les questions migratoires en France à un pragmatisme de l'autre côté du Rhin. oui. Et vous développez en effet des éléments qui vous semblent de nature à la fois apaiser et faire en sorte que l'intégration des populations immigrées et que la redéfinition de la nation française se fasse de manière plus sereine en France. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cet aspect des Tout à choses fait. qu'apprendre de nos amis allemands? Tout à fait. Alors, les Allemands, déjà, ont maintenant une culture de l'accueil qui s'est manifestée pendant la crise de 2015 et également, disons, ils ont beaucoup travaillé leur population depuis la Seconde Guerre mondiale sur la lutte contre les discriminations, etc. Donc, ça fait partie de la culture allemande d'avoir une autre approche qu'en France sur l'immigration. Ça, je crois que c'est quand même très, très important.
D'autre part, ils sont dans une crise démographique importante et donc ils ont besoin de populations nouvelles et aussi de main-d'œuvre dans toute une série de secteurs. Et la crise de la Covid a montré les pénuries, notamment le ramassage pour des métiers de courte durée ou tenus peut-être par des sans-papiers, qui sont le ramassage je ne savais pas qu'on cultivait tellement d'asperges en Allemagne, mais je l'ai découvert avec la crise de la Covid et que la fermeture des frontières avait rendu difficile la collecte de ces fameuses asperges par des Ukrainiens. Donc en fait, il y a une autre culture et à mon avis, je pense que ce que la population n'aime pas en France, c'est des situations comme Calais, comme ce qui se passe du côté de Stalingrad, de la porte de la Chapelle, etc. Le sentiment que des gens qui ont travaillé toute leur vie voient des jeunes sans activité, puisqu'ils n'ont pas le droit de travailler, c'est souvent des demandeurs d'asile, en disant finalement, moi j'ai travaillé toute ma vie et puis finalement je vais entretenir ces jeunes. Ils croient qu'ils sont venus, ce qui est faux, mais pour les prestations sociales, qu'ils ne touchent pas, bien sûr, étant arrivés comme sans-papiers et peut-être candidats futurs à la régularisation. Donc, si les choses marchent bien, c'est-à-dire si on permet à plus de gens, notamment les demandeurs d'asile, par exemple en France, qui n'ont pas le droit de travailler, si on leur permet de travailler, ce qui est le cas en Allemagne, si on leur donne des cours de langue, ce à quoi n'ont pas accès les demandeurs d'asile en France, alors qu'ils ont accès à cela en Allemagne, si il y a plus de voies légales pour entrer sur le territoire au titre, entre autres, du travail, on aura moins de sans-papiers et ça ne créera pas le désordre que l'on a ou le sentiment de désordre que l'on a dans la gestion de l'immigration en France. Parce que ce désordre, il est lié à la politique de dissuasion. C'est-à-dire, on dit, traitons-les le plus mal possible pour qu'ils cessent de venir chez nous. Hein. C'est la politique que disent certains préfets, que j'ai entendu dire d'ailleurs, ou que la maire de Calais disait souvent, plus on les accueille mal, moins ils viendront. C'est totalement faux, parce que les gens, ils viennent non pas par quelque chose qui va leur plaire en France, mais surtout parce qu'ils quittent chez eux une situation qui est devenue invivable. Si c'est une crise politique ou une révolution, ou ce qu'on a vu en 2015 et aujourd'hui pour les Ukrainiens, ou alors l'absence d'espoir de changer leur vie dans leur pays. Donc en fait, ils sont surtout poussés hors de chez eux, finalement, plus qu'attirés par les prestations qui n'existent pas d'ailleurs quand ils arrivent sans papier sur le territoire. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ils viennent souvent dans des endroits très précis où ils ont de la famille, des réseaux, etc., de connaissances, pas des réseaux mafieux. Ils sont venus par des réseaux mafieux, mais ensuite, ils jouent sur leurs connaissances et leurs liens familiaux. Et puis, des endroits stratégiques, par exemple, pour passer au Royaume-Uni. Donc, ils iront toujours à Calais, même s'ils n'ont aucun point d'eau, qu'on leur sert une seule soupe par jour, qu'on les disperse toute la journée sur le territoire avec un endroit pour s'occuper de ses papiers, un endroit pour essayer de manger, un endroit pour essayer de prendre une douche, ben, ils viendront toujours à Calais parce que Calais, c'est en face de Douvres. Hein. Ça, c'est très clair et ça ne changera pas. Donc, même si les prestations sont beaucoup moins bonnes que dans d'autres pays, d'autres villes du centre de la France, ben, ils viendront à Calais s'ils veulent aller en Angleterre ou tout autour, c'est-à-dire tout le long de la mer du Nord jusqu'en Normandie, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, l'idée de plus on les accueille mal, moins ils viendront, ça crée des sans-papiers qui ont des statuts extrêmement précaires, qui vivent dehors, sous la tente, et qui donnent l'idée que ces gens-là sont des indésirables. On crée les indésirables en les maintenant dans une situation de sans-papiers et en traînant les pieds le plus possible pour les régulariser. Ils ne rentreront pas chez eux parce qu'ils ont fait un voyage très compliqué, très dangereux, très coûteux. Donc l'idée que ça va les décider à repartir est une idée totalement fausse, mais certains s'entêtent dans cette idée que celui qui vient, il vient pour des prestations sociales et qu'il faut leur faire la vie impossible pour qu'ils arrêtent de venir. Les forces qui les poussent à venir sont plus importantes que finalement les stratégies de dissuasion qui seront développées dans les zones où ils arrivent, les zones d'accueil, même si elles sont très mauvaises. Merci Catherine Witold-Wendel. Peut-être je me tourne vers le public du Cercle Condorcet qui vous écoutait religieusement et maturait certainement des questions. D'accord, bah écoutez, j'ai même un crayon à la main, donc je peux essayer d'y répondre. Se lever, non, monsieur se gratte les cheveux, c'est différent. Voilà, mais ce pourrait être une question. Oui, monsieur.
Oui, vous parliez donc d'une régularisation au fil de l'eau euh, Oui, qui repose sur le principe du pouvoir discrétionnaire tout à fait. en fonction d'un faisceau de critères et donc Mhm. aussi en fonction de la sensibilité du préfet. Euh, Absolument. mais est-ce que, et on le constate effectivement sur des situations très précises, est-ce que cela n'est pas porté vraiment atteinte à l'état de droit Si. part dans notre pays? Et d'autre part, est-ce que il y a-t-il l'émergence d'une sorte de jurisprudence du juge administratif, puisque ces décisions, si elles sont contestées devant le juge administratif, Ouais. qui ferait peut-être apparaître, enfin, ou corriger des décisions vraiment injustes de la part de certains préfets. Merci de cette question. Effectivement, alors il y a des recours hein, qui sont faits, notamment diligentés par les associations en la matière. Certains ont obtenu d'ailleurs que ces décisions soient cassées par le tribunal administratif, mais c'est pas toujours fréquent. Certaines ont fait une grande jurisprudence sur les critères, mais ce sont des critères, donc c'est toujours du pouvoir discrétionnaire. Il n'y a pas de droit à la régularisation. Ça, c'est très, très important. Il y a un droit d'asile, mais il n'y a pas un droit à la régularisation. Donc, on est quand même soumis à la bonne volonté de la préfecture sur la suite de votre dossier. Et il n'y a pas de texte qui dit on a ceci, donc automatiquement on va se faire régulariser. C'est un faisceau d'indices qui conduit à la décision ou pas de régularisation. Et donc, au fil de l'eau, ça représente d'ailleurs quel volume de régularisation? Bah, ça dépend du nombre de gens qui candidatent en réalité. Ce n'est pas le taux d'acceptation. Souvent, c'est un voyage au long cours, si j'ose dire. Mais aujourd'hui, on doit, je ne sais pas exactement combien on a de régularisés chaque année, mais ils entrent cette fois-ci dans les statistiques des entrées légales. Donc, même si les gens sont là depuis 10 ans, ce qui fausse complètement les choses, parce que souvent on dit on ne maîtrise pas les flux, alors les gens sont entrés, mais en fait on va connaître vraiment la présence des personnes. Donc, il y a un laps de temps souvent très important entre l'entrée sur le territoire de la personne et le comptage. Et parfois, on dit cette année, on a eu une croissance exponentielle, ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs en France. On a une migration qui est tout à fait modérée, contrairement aux idées reçues. Mais tout à coup, on va dire, on va avoir une croissance exponentielle des régularisations parce que tout d'un coup, on a un peu plus régularisé certains profils. Par exemple, ça peut être des gens qui ont été déboutés du droit d'asile, mais qui sont à qui on accorde quand même un séjour parce que chez eux, on ne peut pas les renvoyer. Par exemple, je pense à des Afghans, à des Irakiens, etc., ou des Syriens, même s'ils ont obtenu assez largement la possibilité d'être reconnus comme réfugiés. Mais si on ne les reconnaît pas parce qu'on peut pas faire ils peuvent pas montrer qu'ils ont été persécutés, eh bien, on va les régulariser. Dans ce cas-là, ça va faire monter le chiffre, mais en fait, pas au moment où ils sont arrivés, où on les voit pas, on les connaît pas, mais au moment où ils auront un statut. Vous voyez, il y a toujours un écart pour les sans-papiers entre le moment où ils sont arrivés qu'on ne connaît pas et le moment où ils vont émarger dans les chiffres de la population comme personnes en situation légale répertoriées par le ministère de l'Intérieur. Et si un candidat qui bénéficie d'un CDI se voit refuser la régularisation, que devient ce contrat? Dans ce cas-là, il devient sans papier. Moi, je suis intervenue aussi pour des cas comme ça, qui était un jeune Algérien qui avait fait toutes ses études en France, dans un lycée prestigieux parisien, et qui se voyait, c'était la période antérieure pourtant à la période Guéant, mais il y a eu beaucoup la fameuse circulaire Guéant très connue, où il refusait à des gens qui avaient fait leurs études en France de pouvoir entrer sur le marché du travail en disant qu'il fallait qu'ils aident son pays, leur pays, en rentrant chez eux. Eh bien, ça c'est uniquement sur intervention que j'ai faite d'ailleurs moi-même auprès du ministère de l'Intérieur qu'il a pu changer son titre de séjour étudiant ayant fait de très bonnes études puisqu'il est architecte avec un patron qui était prêt à l'embaucher
pour légalement pouvoir exister sur le territoire français et pouvoir travailler sur le territoire français. Donc là, on est complètement dans le pouvoir discrétionnaire et beaucoup de régularisation au fil de l'eau, j'ai pu le constater puisque je suis intervenue pour d'autres type de personnes. Je donne l'exemple du pope de l'église roumaine de Paris, parce que j'avais une documentaliste roumaine qui s'occupait un peu du fonctionnement de cette église. Eh bien, c'est du jour au lendemain, suite à un coup de fil du préfet, qu'il a été convoqué à la préfecture, alors que son dossier traînait depuis plusieurs années. Il avait été mis de côté parce que la dame du guichet devait séduire un Roumain. C'est sûrement un Rome, et moi, je ne veux pas. Alors, c'était un prof de maths qui travaillait dans des conditions difficiles puisqu'il n'avait pas de statut régulier. Donc, vous voyez, c'est sur intervention souvent, ce qui est tout à fait contraire à l'état de droit, qu'un certain nombre de gens réussissent à sortir de la situation dans laquelle ils sont. Oui, juste peut-être pour préciser, monsieur, la question sur le CDI, parce qu'il se trouve que j'ai eu à traiter une situation comme celle-là. Voilà. Il existe aujourd'hui, alors je ne vous dirai plus là, mais c'est une réforme du Code du travail qui n'est pas si ancienne que ça, qui fait tomber de plein droit, en réalité, c'est un motif de rupture du contrat de travail, sans autre formalité d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on échappe à la convocation du salarié, l'entretien avant licenciement, etc. Et on échappe au délai également. Alors, avantage et inconvénient, évidemment, parce que avantage, ça évite de maintenir des personnes dans une suite indéfinie de CDD, Oui, tout à fait. Oui. géré d'ailleurs, enfin voilà, ça permet de faire des CDI, mais inconvénient, effectivement, ça peut tomber du jour au lendemain. Voilà, c'est une sorte de CDD, CDI si on veut, enfin il y a un statut un peu intermédiaire. Et c'était une crainte, hein, notamment des employeurs, enfin moi dans l'affaire que j'ai traitée, c'était ça, puisque un conseil d'administration se refusait absolument à négocier un CDI avec un cuisinier, en l'occurrence, parce que sa carte de séjour n'était valable que, et pourtant moi je trouvais que c'était pas mal, était valable 4 années, mais dans l'esprit du conseil d'administration, c'était pas suffisant. Et que va-t-il arriver dans 4 ans? Alors peut-être que dans 4 ans, il ne sera déjà plus là. Parfois, on est dans l'UBS. N'empêche que voilà, c'est une dérogation c'est une disposition d'il y a quelques années, ça. Effectivement. Non, mais il y a des facilitations qui sont faites. Ce qu'on peut espérer, si j'ose dire, c'est que la crise de la Covid a révélé les pénuries de main-d'œuvre, aussi bien d'étrangers qualifiés et non qualifiés. Et on peut espérer, il y a déjà eu quelques régularisations qui ont été sur un coup de force de la CGT, par exemple, pour des travailleurs du bâtiment il y a quelques années à Paris. Mais c'est souvent sur des coups comme ça ou sur des interventions que ça marche mieux, malheureusement. Pour le cas que vous citez, effectivement, on est dans des situations complètement ubuesques. Moi, j'ai même fait régulariser l'informaticien de Sciences Po qui était algérien, par exemple, parce que Sciences Po, l'institution, m'a demandé de m'occuper du dossier de Monsieur X qui arrivait pas qui était recruté comme informaticien, donc quand même d'un assez bon niveau, mais on n'arrivait pas à débloquer cette situation au regard du marché du travail. Donc, parfois, c'est complètement aberrant. Les effets de la politique de dissuasion qui développe ce pouvoir discrétionnaire sont complètement aberrants, si j'ose dire, dans un contexte où on peut avoir besoin de tel ou tel profil de personnes. Oui, ma question est naïve. C'est vous posez quels sont les principes d'une politique migratoire cohérente de votre point de vue? Ah oui, ça c'est beaucoup plus important, plus large malheureusement que ce que je vous dis. Moi je pense qu'il faut une politique qui soit rationnelle surtout, rationnelle et qui soit expliquée à la population. Depuis des années, depuis l'arrivée du Front National en France, dans les urnes en 83, on a une politique, on a peur de l'extrême droite et donc qui elle-même diffuse la peur de l'immigration. Donc on ne dit pas la vérité aux gens, si j'ose dire, avec la politique que l'on mène. Et cette politique, elle est essentiellement dissuasive, répressive, pour rendre compte à l'opinion publique et ne pas répondre à des critères rationnels de ce que l'on fait pour essayer de dissuader, de réprimer, d'interdire, etc. Donc ça c'est un aspect très important. Alors, ce que je pense surtout, c'est qu'il faut développer, si on veut être rationnel, les voies d'entrée légales
sur le territoire, et notamment qui correspondent à des manques sur le marché du travail ou d'autres critères qui peuvent être du regroupement familial, développés pour différentes catégories, pour les étudiants, pour les qualifiés, pour les moins qualifiés dont on a besoin, pour faciliter certains cas de regroupement familial, développer les voies d'entrée légales sur le territoire français. Parce que si on a plus de migrants qui viennent légalement sur le territoire, d'une part, on va casser l'économie du passage mafieux qui existe aux portes de l'Europe, et je pense tout particulièrement à la Libye et aux morts aux portes de l'Europe en Méditerranée, à Mayotte, entre le Royaume-Uni et la France pourrait développer ça, enfin plutôt la France et le Royaume-Uni. Donc développer des voies d'entrée légales, ce que recommande d'ailleurs le pacte de Marrakech de 2018, dont le sous-titre est pour une immigration sûre, ordonnée, régulière. Je pense que c'est ça qu'attend l'opinion publique. Ils ne s'attendent pas à la politique de dissuasion, ils ne la comprennent pas, ils ne comprennent pas pourquoi des jeunes de 20 ans n'ont pas le droit de travailler. Et donc, ça, je crois que c'est important qu'ils voient que ces gens sont au travail et qu'ils soient un peu mieux accueillis. On le fait pour les Ukrainiens, donc on pourrait le faire. On aurait pu le faire sans doute pour d'autres, pour les Afghans ou pour les Syriens. On a été capable de développer des trésors d'imagination pour pouvoir les accueillir, donc je pense que ça doit être faisable. Donc déjà, plus de voies légales d'entrée dans les secteurs ou selon les critères dont on a qui correspondent au profil des différents pays d'accueil. Deuxième, ce qui aurait l'avantage en numéro 2, de simplifier le tri des demandeurs d'asile. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de demandeurs d'asile qui sont des profils flous, si j'ose dire? Parce que l'asile, c'est la seule façon d'entrer difficilement, mais quand même légalement sur le territoire, sans aucun papier, en se faisant demandeur d'asile à la frontière. Donc pour ceux qui ne peuvent pas entrer dans les critères aujourd'hui, qui sont ceux de la suspension du marché du travail salarié qui a été créé en Europe en 73 et 74, selon les pays, il ne faut pas oublier qu'on vit toujours sous ce régime-là et qu'on ne l'a pas modifié substantiellement, c'est difficile d'entrer, donc sauf par l'asile. Et après, il va falloir faire le tri, ils vont se constituer demandeurs d'asile, les nouveaux arrivants, puis après, il faudra faire le tri de ceux qui correspondent à la Convention de Genève, la notion de persécution, puis ceux qui ne correspondent pas. Donc, c'est un coût considérable, d'autres voies légales, ce qui était le cas avant, permettrait de faire plus facilement. Les gens eux-mêmes se diraient, moi, je peux entrer légalement autrement, et donc, je n'ai pas besoin de demander l'asile. Je vous donne le cas des Portugais qui savaient qu'ils se feraient retoquer, sauf quelques élites, sur le droit d'asile, mais ils savaient qu'ils se feraient facilement régulariser, donc ils ne demandaient pas l'asile, alors que beaucoup contestaient le service militaire de plusieurs années sous Salazar dans les colonies à la fin du régime dictatorial et entraient pour travailler en réalité et se faisaient régulariser ensuite. Donc ça simplifierait beaucoup les choses. Ça, ce serait un deuxième aspect d'une migration rationnelle, si j'ose dire. Et puis l'Europe doit aussi prendre conscience que fait l'Allemagne, qu'on a besoin d'immigration pour renforcer une démographie en crise et que donc si on tient compte aussi de ce critère, il faut peut-être avoir une autre politique migratoire. Et moi, je plaide pour une politique rationnelle de l'immigration et qu'on explique ça à la population. Je pense qu'elle est capable de comprendre cela au lieu de se cacher derrière des politiques qui ne marchent pas depuis 30 ans, des politiques de retour. Pourquoi ne pas faire de retour? C'est vrai, mais ça concerne très peu de gens. Je crois que ça, il faut le dire, parce qu'on dit qu'on va faire une politique de retour, qu'on va ramener tous les sans-papiers qui sont sur notre territoire. C'est pas possible, on ne peut pas ramener cette population massivement, qui ne le souhaite pas d'ailleurs, et malgré elle. Politique de retour, on a 30 ans d'échec. Politique de développement, c'est très bien pour le développement, mais ça n'a quasiment aucun impact sur la migration pour la réduire. Donc là-dessus, il faut être clair en la matière. Tous les travaux de recherche sont unanimes pour dire que l'un et l'autre fonctionnent ensemble. Migration, ça crée du développement. Le développement crée de la migration. Et enfin, les rapatriements, on sait très bien qu'on n'a pas les moyens de reconduire tous les sans-papiers qu'on a sur notre territoire et que certains, légalement, on ne peut pas les reconduire, notamment quand ils viennent de pays en guerre. Donc, ce n'est pas la peine de remettre ça dans tous les accords parce que depuis 30 ans, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense qu'il faut avoir une politique d'immigration moderne qui correspond rationnellement aux différentes catégories de migration. On a essayé d'attirer les étudiants, ce qui est très bien pour
pour l'Europe. Donc, on a eu tort de leur interdire pendant la circulaire Guéant de ne pas accéder sur le marché du travail, parce que si on forme les gens en France, il vaut mieux en profiter ensuite à travers leur qualification. Et puis, bien prendre en compte les besoins de main-d'œuvre que l'on a, et puis faciliter le regroupement familial quand les gens ne correspondent pas exactement à des critères qui ont été sans cesse durcis. Tout ça, ça correspond. Il faut que les gens soient correctement accueillis aussi, et pas dans des camps comme Calais. Et donc, si on a une politique rationnelle où les personnes qui rencontrent ces personnes dans la rue se disent, voilà, les gens ils sont arrivés, ils sont logés, on les voit pas dehors, ils travaillent, c'est très bien. Moi, je pense que c'est plutôt ça que demande l'opinion publique, qui est pourtant l'arbitre de ces politiques restrictives, plutôt qu'une politique qui annonce la fermeté, mais qui n'a pas les moyens de l'assumer, parce qu'on n'arrêtera pas l'immigration. Je crois que ça, c'est surtout ça qui est important. C'est un phénomène mondial qui correspond à toute une série de facteurs de transformation du monde structurels, et il faut essayer de s'adapter à cette situation du mieux possible, en tirant un bénéfice quant à l'accueil, quant à la valorisation des cultures et des créativités des nouveaux arrivants éventuels, et puis en les orientant vers le marché du travail auquel ils aspirent. Donc plus on aura une politique rationnelle en la matière, plus l'opinion publique aussi, à mon avis, acceptera cette réalité. Ce qu'ils n'acceptent pas, c'est finalement les effets de la politique de dissuasion, très souvent, et ils ne comprennent pas pourquoi tant de jeunes sont arrivés sans pouvoir accéder au marché du travail, donc au vu de tous, parce qu'ils dorment dans la rue, il n'y a pas de centre d'accueil suffisant, etc. Je crois que ça, c'est un effet tout à fait négatif, déplorable sur l'opinion publique. Merci Catherine Vittel de Winden. Dans vos propos, nous retrouvons tout l'esprit d'un document issu d'un groupe de travail présidé par Pascal Brice, un rapport justement sur la réforme des politiques migratoires que le Cercle Condorcet de Rennes a beaucoup travaillé. Nous avons beaucoup planché sur ce rapport qui a notamment inspiré d'ailleurs cet après-midi de réflexion. Il nous reste à vous remercier pour cet exercice. Non, mais merci de m'avoir convié à ce débat. Parce que, je le répète, nous vous voyons, vous ne nous voyez pas. Ça n'est pas facile, mais on va… Je vous entends, en revanche. Je vous entends. En tout cas, nous prenons certainement date pour vous accueillir cette fois en vrai dans la belle ville de Rennes. À bientôt, Catherine Vittel de Winden.